Bonjour, de retour ici au Palais de Beaulieu à Lausanne pour la première journée suisse de la vidéo numérique. Quatrième plateau ce soir avec les archives. La question des archives et 5 invités autour de la table. On retrouve Michel Croibier. Bonjour Michel, directeur et fondateur de Dotcast. Avec nous également Charlie Freffel, directeur de Xtendix. Nous accueillons Frédéric Sardet. Bonjour à vous, bienvenue. Vous êtes le responsable des archives à la ville de Lausanne. Avec nous également, que l'on retrouve, on l'a eu aussi durant ces différents plateau entre ce matin et cet après-midi, c'est Jacques Lacour, responsable vidéo auprès de la banque Pictet. Et nous retrouvons également Angelo Bonafiglia, qui est Sales Manager chez Visual Switzerland. Bienvenue à vous, messieurs, pour cette table ronde donc sur les archives. Et je me tourne vers le responsable archives de la ville de Lausanne. On évoquera bien sûr la question du stockage des archives dans quelques minutes. Mais avant tout, combien d'heures, des milliers d'heures, j'imagine, d'archives avez-vous à la ville de Lausanne ? Alors, curieusement, je vais vous dire qu'on connaît moins les heures que le volume de fichiers aujourd'hui disponibles. Mais disons, c'est effectivement plusieurs dizaines de milliers d'heures qui sont traités, à peu près 25 000 fichiers vidéo aujourd'hui stockés sur des machines. Et puis 8000 fichiers sonores purs qui alimentent en fait un patrimoine. Les archives de la ville ne sont pas une archive de production, même si on a le plaisir de travailler avec la télé pour les archives et leur conservation à long terme. On l'avait déjà fait avec Acidul, avec la TVRL, et finalement c'est une histoire qui s'est perpétuée. C'est un peu, à ce que je vous comprends quand vous parlez de patrimoine, c'est un peu les bijoux de la couronne. Oui, tout à fait. Jacques Lacour, pour Pictet, alors j'imagine, mais peut-être que je me trompe, c'est pas dans le même ordre de proportion. Précisément beaucoup. Mais encore. C'est la même chose, on sait exactement combien de terrain on a. On a beaucoup de films, on a des films très anciens, on a beaucoup de productions très récentes. Je pense que le chiffre de nombre de films n'est pas critique, c'est pas ça qui est important, c'est plutôt comment on les gère et la philosophie qui est derrière. Oui, on y viendra justement sur la gestion de ces nombreuses heures de vidéos. En quelques mots, Frédéric Sardet, le processus d'archivage, comment il se passe du début à la fin de la chaîne de production ? Alors, comme je le disais, n'étant pas une archive associée à une entreprise qui produirait, selon une chaîne standardisée, des produits, on est habilité à recevoir une documentation venant de privés, d'associations, du film, de la vidéo, du son, tantôt en format numérique natif, tantôt sous forme de pellicule qui peut remonter à du 9,5, etc. Donc il faut faire converger tout ça. On préserve bien sûr les originaux, donc la pellicule dans des abris avec des moyens adéquats. Et puis, pour pouvoir les visionner, parce qu'effectivement, un certain nombre d'outils anciens ne sont pas adaptés, on va les transcoder pour en avoir un produit numérique. Alors, soit c'est en prestation de service, avec des entreprises qui nous font une numérisation, avec des paramétrages de qualité pour avoir ce qu'on appelle un master vidéo de bonne qualité, c'est-à-dire surtout adapté à un remontage. Et puis, de l'autre côté, on a nous-mêmes développé des systèmes de scanners qui nous permettent de travailler sur le substandard, c'est-à-dire 16 mm pellicule et petit format plus bas, des formats qui étaient prévus pour les privés. Puis de l'autre côté, on reçoit des vidéos qui peuvent être encore sur des cassettes. Lorsqu'on a travaillé avec la TVRL pendant des années, on était sur du Betacam, sur des DVC Pro, tout ce matériel vidéo, puisque ça fait depuis les années 90 qu'on est actif dans la préservation de ce patrimoine filmique, quel qu'il soit. Et on a fait de la numérisation avec différentes étapes. Aujourd'hui, on acquiert, si vous voulez, l'image quand elle n'est pas native numérique pour aller vers un format pivot, c'est-à-dire un format de référence d'archivage, qui pour nous a été retenu, c'est le JPEG 2000, c'est-à-dire c'est un format qui a des qualités de préservation, de qualité de compression qui ne sont pas les meilleurs du marché, si on peut dire, mais qui nous donnent, pour les formats de référence, de très bons outils. Mais en parallèle, on produit un fichier qui peut être visionné sur le web, un fichier d'exploitation télévisuelle. Donc, si on veut être technique, on va dire qu'on fait du H264 pour le web. On peut faire du MPEG dans d'autres considérants.
Et notre principe est d'essayer de travailler en optimisant nos conditions de travail. Parce que je n'ai que très peu de ressources humaines pour faire ce boulot. On est avec un équivalent plein temps de technicien et moi avec une autre collègue tiers-temps, je sais pas. Vous avez la chance, peut-être contrairement à d'autres, de ne pas travailler, mais peut-être que là aussi je me trompe, dans l'instantanéité, dans l'immédiateté qui est demandée aujourd'hui. Alors effectivement, en cela, on se distingue évidemment d'une archive de production courante, mais on reçoit tous les jours sur nos serveurs à travers un SAS FTP les fichiers de la télé et il faut suivre. Donc il y a une industrialisation possible d'un certain nombre de processus, donc par programmation, qu'il a fallu internaliser. Et puis en même temps, un travail fin de codage et de ressources machines avec un seul opérateur qui doit faire face. Donc on essaye d'avoir des outils qui nous permettent de travailler en parallèle, pas être obligé de réencoder parce que ça prend des heures, c'est du temps machine qui est très coûteux. Donc voilà. Alors justement maintenant en termes de stockage, combien de téras de données avez-vous aux archives de Lausanne? Actuellement on est à peu près sur 150 téras de données numérisées. Ça représente beaucoup, Michel? Alors, ça dépend de la qualité. Oui et non. Tout est relatif. Oui et non, je dirais qu'effectivement, 150 Tera, c'est dans des stockages en JPEG 2000. On a vu qu'en nombre d'heures, ça représente pas des choses extraordinaires parce que ce sont des formats qui sont très qualitatifs et qui consomment beaucoup de place. Si on peut comparer des ordres de grandeur. Si on regarde, par exemple, une semaine de news qui arrive en permanence à l'Eurovision, par exemple, une semaine, c'est 60 Tera, dans des formats HD broadcast. Donc, on voit qu'une semaine, c'est 60 Tera, alors que la totalité des archives, c'est 150. Mais on n'est pas sur les mêmes formats. Et on a des formats plus compressés pour les news parce que l'obsolescence est plus rapide, il y a un renouvellement plus rapide. Et ce qui prime, c'est le contenu plus que la qualité intrinsèque du document. Jacques Lacour, pour la banque Pictet, combien de téras de données avez-vous et puis quel format vous avez choisi? Alors je crois que c'est la même réponse que Michel, c'est très relatif. Nous on tourne aux alentours de 80 Tera, évidemment sans compter les redondances, les sauvegardes, on en parlera peut-être après. Mais le plus difficile, c'est de choisir le format dans lequel on archive les choses. Et notre politique, c'est si on peut garder les formats originaux le plus longtemps possible et les outils qui permettent de le diffuser, on le fait. Après, lorsqu'on digitalise, on essaye d'avoir le meilleur codec du moment, le meilleur ratio, sans être destructeur. Alors tout ça, rien n'est gravé dans le marbre. Vous êtes tous des spécialistes, vous connaissez tous ce problème-là. C'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Il suffit de faire comme ça et de suivre le petit livre. Ça ne marche pas. Il faut chacun faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on pense être logique et essayer d'inventer le futur tout en ne sachant pas de quoi il sera fait. Mais une des règles qu'on a pris, nous, c'est de garder la meilleure qualité possible avec une compression acceptable pour qu'on puisse quand même stocker sur des serveurs. Et puis, de ne pas faire migrer les anciennes archives vers des nouveaux codecs en réencodant chaque fois, mais simplement les sauvegarder, donc en faisant des générations régulières. Sauf dans le cas où on arrive à quelque chose qu'on sera plus capable de lire, un codec qui tombe dans l'oubli ou une machine qui est inutilisable, où on ne retrouve plus de pièces. À ce moment-là, on essaye de nouveau la digitaliser. Effectivement, le point le plus important, et vous êtes tous des spécialistes, vous le direz mieux que moi, je crois qu'il y a une grande différence de vie avant et après le digital. Avant, on était en analogique, c'est-à-dire chaque fois qu'on faisait une génération de quelque chose, on dégradait le produit, tandis que maintenant, avec le digital, on peut le maintenir. Le problème, c'est qu'on maintient plus facilement des données digitales que des gens qui savent les lire et les utiliser. Donc, c'est difficile de voir dans le temps. Et puis, il y a encore une composante que je jette un peu sur la discussion maintenant, c'est la question du temps. Je veux dire, on a eu l'imprimerie
écrit pendant extrêmement longtemps, et puis tout d'un coup, on dit, tiens, les choses évoluent, il y a des nouveautés, et on parle à l'échelle de 10 ans, d'une année, de 2 ans, ce qui est ridicule à l'échelle humaine. Donc on vit dans une espèce de tourbillon qui est très déstabilisant, parce qu'on nous demande, c'est le principe de l'archive, c'est de garder les choses ad aeternam, avec des systèmes qui ne durent pas. Justement, tout le challenge. Tout le challenge est là-dedans. Ouais. Angelo Bonafiglia, sur cette arrivée massive du numérique par rapport au digital, quel changement ça apporte sur les questions justement de l'archivage à long terme? Alors sur l'archivage à long terme, je dirais que c'est une facette qui est relativement simple à gérer par rapport à un archivage, comme parlait Michel, de news ou de post-production traditionnelle, parce qu'on parle d'un produit qui est en règle générale prêt à diffuser. Donc on n'a pas de sélection d'archives à faire par rapport à de la production, où on va se poser la question, on archive le produit final, plus éventuellement des rushs qu'on aurait présélectionnés pour les ressortir. La problématique, en fait, je ne sais pas s'il faut vraiment parler de problématique aujourd'hui. C'est clair qu'on numérise la pellicule aujourd'hui, on sait très bien le faire. On numérise des cassettes analogiques. Quelque part, je rejoins un petit peu l'idée de Jacques Lacour là-dessus. C'est en fait le choix du format d'archivage qui va être le plus important aujourd'hui. Il n'y a pas de choix parfait. Hein, on est bien d'accord. Il y a un choix qui convient le mieux par rapport aux besoins de l'archive. Donc, problématique, je ne pense pas qu'il y ait une problématique due au digital. Il y a des facteurs de transcodage. C'est clair que chaque fois qu'on va transcoder un média digital, même si dans la théorie, on est en digital, on recompresse chaque fois le média. Donc, perte, il y aura. Ça, c'est évident. Maintenant, si on accepte de vivre avec un média archivé qui est légèrement moins bon que l'original, c'est un choix. Donc, le cas échéant, on archive l'original. Alors, une question totalement néophyte, hein, mais quand on voit l'aspect digital comparé à l'aspect justement des pellicules, par exemple, les pellicules, elles se dégradent, on arrive peut-être à améliorer la qualité. Cette perte de qualité dont vous parlez, est-ce qu'elle peut, à cause de la compression, est-ce qu'elle peut à terme, est-ce qu'on peut retrouver une meilleure qualité, on va dire dans 10 ans, 15 ans, parce qu'on sait qu'il y a une perte de qualité? Alors, on a eu quelques débats là-dessus avec certains clients, donc notamment et d'autres. C'est vrai que le choix, par exemple, du format JPEG 2000, en utilisant une compression très faible, par contre ici on a un format qui prend peu de place par rapport à sa qualité, est envisageable à moyen terme, voire à long terme, pour ce qu'on pourrait dire, aujourd'hui on appelle ça le jargon gonflé, mais en fait transcoder vers une image 4K avec un minimum de pertes. Donc de nouveau, ça fait partie quand même d'un cahier des charges, hein. Un choix d'archivage, un choix de support également. On parle de LTO, aujourd'hui on est à la 7e génération de cassettes d'archivage, si vous voulez, qui ne sont pas vraiment compatibles, les lecteurs ne sont pas compatibles avec les anciens systèmes, donc ça veut dire recopie. Donc on rentre aussi dans un aspect où la manutention de l'archivage est conséquente. Donc c'est pour ça qu'on va arriver aujourd'hui, on parle beaucoup de Media Asset Management pour savoir où sont nos médias dans une zone de stockage et une zone d'archivage, mais on va bientôt parler un petit peu plus aussi de Storage Management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une solution X de stockage et demain, étant donné qu'on produit toujours plus, hein, chaque décennie on produit 100 fois plus de contenu, donc ça veut dire que si aujourd'hui vous avez 80 Tera de stockage, vous risquez bien d'arriver au pétabyte d'ici moins de 10 ans. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez devoir recopier tout ça? Non, avec du storage management, ça nous permet d'utiliser l'acquis et venir y greffer des solutions plus grosses, en fait, en termes d'archivage, et surtout des solutions nouvelles qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui, qui feront leurs preuves, enfin qui doivent faire leurs preuves suivant les domaines dans lesquels ils sont utilisés. Mais on voit que le LTO est très utilisé dans les banques, et puis je crois qu'il ne faut pas non plus exclure à moyen terme aussi un archivage en cloud. Michel Croibier.
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que dans certains cas, quand on a des archives assez anciennes, et en particulier des archives qui se dégradent, des archives analogiques sur film avec des acétates qui vont finir par se détruire complètement, y compris des risques d'incendie, hein, dans certains cas, ça peut arriver à des choses assez graves. On est face à c'est une course contre la montre, parce qu'il faut numériser tout ça. Il faut le faire le plus rapidement possible parce que l'original se dégrade et bientôt il sera plus possible de le lire. Donc l'approche de dire, voilà, on va prendre un format de numérisation aujourd'hui. On sait que peut-être dans 10 ans, ce sera plus le bon, ou le support, le stockage, la gestion du stockage sera plus idéal. Mais on est obligé de le faire aujourd'hui. Donc avoir une vision à assez long terme en disant, voilà, aujourd'hui je stocke dans tel format, sur tel support, mais en me laissant la possibilité d'être capable d'avoir un système qui va faire du storage management et qui va plus tard me dire, voilà, je pourrais avoir d'autres stockages pour enrichir ou augmenter ma capacité de stockage. C'est vrai qu'on voit arriver depuis à peu près 1 an maintenant sur le marché, on arrive à des capacités de stockage d'1 pétabyte pour moins de 100 000 $. Donc quelque chose qui était totalement inimaginable il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans. Donc voilà, maintenant ces nouvelles solutions, on les met là, mais en attendant, ça fait déjà 10 ans qu'on est en train de sauver nos acétates. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, il y a une vraie stratégie à mettre en place et il faut vraiment, dans ce domaine-là, avoir le nez fin et puis voir à très long terme. Charlie Freffel, sur la question, on a compris que c'est très compliqué de choisir le bon format, que ce soit pour l'archivage des fichiers, que ce soit pour le codec. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour s'assurer de faire au moins le meilleur des choix possibles? J'aimerais peut-être répondre de cette manière, c'est que on a parlé maintenant des originaux, donc des files, des vidéos originales, qui sont pour nos clients des fois pas les originales, ce sont déjà des compressions. Donc pour eux, l'original. C'est pour ça que nous on a des stockages qui sont beaucoup inférieurs de ce que vous venez de dire. 10 Tera, 5 Tera, mais ce sont des milliers de vidéos qui sont déjà dans un format qui est assez bien, qui n'a pas la qualité qu'on voit ici, c'est clair, mais pour nos clients, ce qui est important, c'est de retrouver ces vidéos. Il fut un temps où c'était quelqu'un qui gérait ces vidéos, on les mettait à disposition quand on en avait besoin, c'était pas quelque chose qui était dans le quotidien. Aujourd'hui, je reprends le cas d'une assurance qui met à disposition à 2000 employés chaque vidéo qui est dans la compagnie. Donc la recherche est très importante. Il faut pouvoir trouver une vidéo du PDG sur le sujet XYZ et ça en vitesse. Et après, se faire des collections en tant qu'employé. Je me fais une collection des vidéos qui m'intéressent. Je vais chez mon client et c'est ça. Donc c'est l'archivage, c'est plutôt la bibliothèque. Plutôt que la qualité. Plutôt que la qualité, je ne veux pas être méchant, mais pour beaucoup de gens, ça passe après encore une fois dans un codec qui est pour le web. Mais regardez, aujourd'hui, les vidéos qu'on a fait, qui sont maintenant disponibles aussi sur portable, c'est une qualité que je dirais qui est très très bonne. Et aussi pour la plupart de nos clients, ça suffit pour voir une vidéo. Il ne faudra pas avoir la qualité, disons vraiment le chef-d'œuvre qui a été fait au début. Mais ça, il faut faire la différence entre ces deux stockages. Jacques Lacour. Il y a 2 choses que je voulais dire. La première, c'est qu'il y a un aspect philosophique qui est fondamental là derrière. On sait maintenant qu'on peut stocker la mémoire de l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui a jamais été écrit sur Terre, tout ce qui a été filmé, tout ce qui a été produit, photographié, peint, voire déclamé sur scène. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'on veut tout garder? On peut. Est-ce qu'on veut garder le plus pertinent? Il faut choisir. Et comment est-ce qu'on veut le retrouver, typiquement? Ça, c'est déjà le premier problème. Et puis, une fois qu'on a résolu cette question-là, c'est comment on va le garder le plus longtemps possible. Et en plus, même une fois qu'on a résolu le premier problème ou répondu à la première question, on n'a pas forcément la réponse à la deuxième parce que c'est une question technique. Et ça m'amène à ce second point que je voulais dire. On parlait d'acétate de film tout à l'heure et de savoir comment on devait garder les sujets. On a une petite expérience, très petite expérience. On a quelques films, comme tout le monde. Prenons le film, vos films que le grand-père a tournés avec la caméra Super 8. Tout le monde en a quelque part dans son grenier. Il y a quelques années, on les mettait sur un télécinéma qui est une machine extrêmement chère, avec une technologie ancienne, avec tube. On ressortait ça sur une VHS et on avait un master, on avait sauvé le film.
Maintenant, plus personne n'est capable de lire ce film. Entre-temps, on a repris le même film, qui est toujours l'original du grand-père. On l'a mis sur un CD parce qu'on a pu faire un DVD, c'est super. Et puis, à peine le DVD était fait, qu'on nous a dit, mais le DVD, ça n'a aucun intérêt, on fait du Blu-ray en haute définition. Donc, on a refait un Blu-ray. Et maintenant, si je parle de Blu-ray à mon fils, il me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ça sert strictement à rien. Il faut de nouveau le digitaliser. Puis, entre-temps, la machine avec laquelle on a digitalisé, qui était le télécinéma technique Flying Spot, elle a été remplacée par des LED avec des systèmes de scanners en haute définition. Et donc on reprend toujours le... Oui, mais le problème, comme disait Michel Croibier, c'est qu'entre-temps, le film du grand-père, il prend du vinaigre, il s'abîme, le support n'est pas immortel. Tant et si bien qu'il n'ait pas pris feu dans le dernier incendie. Michel Croibier. Oui, alors je dirais que le film du grand-père, le concept du film qui se dégrade avec le temps, on sera assez surpris de constater qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises, j'ai eu ce type de problème, pas avec des vieux films, mais avec des disques durs très récents sur lesquels il y avait des fichiers qui sortaient de Final Cut, des choses récentes. Mais ces choses-là étaient stockées sur un disque dur sur un bureau, et qui prend la poussière petit à petit, qui un jour va prendre une tasse de café. Et les gens disaient, mais vos archives sont là. Il dit, oui, mais j'en ai deux, j'ai celui-là, puis j'ai l'autre disque dur qui est en dessous. Et je disais, mais là, il y a toutes les chances que si le premier disparaît, le deuxième disparaisse aussi. Donc il y a une prise de conscience à faire, je dirais, déjà de dire, mais voilà, vous avez ces films, mais imaginez quel risque vous avez de les perdre assez rapidement si vous ne les, au minimum, dupliquez pas dans un autre endroit. Et on n'en est même pas à parler de complexité de stockage, ni de format, mais juste dupliquez-les. C'est la célèbre histoire de la société qui avait stocké ses archives financières dans un building, et puis on lui avait dit, mais il faut stocker ailleurs. Alors ils avaient dit, OK, on va dans un autre building, on a un autre set, on risque rien, c'est impeccable. Et les deux buildings étaient les tours du World Trade Center. Il y a des cas extrêmes. Oui, effectivement. Sur le choix, on a compris le choix du format qui était compliqué, mais aussi, Charlie Freffel, sur le choix finalement justement du stockage, entre un stockage numérique ou un stockage sur bande. Là, le choix va avoir des conséquences aussi sur la suite, l'éventuelle récupération de ces fichiers. Je ne peux pas m'imaginer la recherche vraiment efficace sur un système analogue. Donc là, je pense que c'est vraiment le problème. Je vais reprendre l'inventaire. Demander à un client de faire un inventaire de ses vidéos, peut-être 100, peut-être 500. La plupart des compagnies ne savent même pas qu'ils ont des trésors dans leur organisation parce qu'ils ne savent plus où ils sont. Ils sont dans des PC, donc il faut d'abord retrouver ça. Et encore une fois, nous, on focus avec notre système la recherche, vraiment très simple, parce qu'il y a une vidéo en français, en allemand, en chinois, etc. Et ça doit être très, très efficace. C'est pour ça qu'il faut analyser toutes les vidéos. Et donc, forcément numérique. Voilà, absolument. Comme toute expérience, il y a des choses qu'on fait juste, des choses qu'on fait peut-être un peu moins justes, voire fausses. Frédéric Sardès, est-ce qu'il y a des choses que si c'était à refaire, vous ne referiez pas, en tout cas pas de la même manière? C'est vraiment une question impossible à laquelle répondre par la nature même du travail qu'on mène. C'est-à-dire qu'on est obligé perpétuellement de prendre des décisions. Alors, elles sont fondées sur un niveau d'information, des rapports de coûts, des effectifs de personnel disponible, d'équipements, de soutien informatique dans le cadre d'une administration publique. On ne peut pas travailler sans avoir une infrastructure à notre niveau, même si on n'est pas dans une structure de production. D'ailleurs, on était presque un ovni dans l'administration. Quand on est arrivé, même si les données, les volumétries évoquées, bon, on ne fait pas tout en JPEG 2000, hein, je vous rassure. Parce que ça, c'est quand on fait converger des sources externes venant de cassettes. Ce qui se passe, c'est que on a besoin d'un certain nombre de paramètres qui existent à un moment, aussi extérieurs, internes, externes, sur lesquels on doit se prononcer. On a fait le choix, par exemple, en 97, d'aller vers des cassettes numériques, où on avait privilégié, parce qu'on est toujours dans cette perspective long terme, un bon rapport de compression, donc un système 4:2. C'était un produit JVC qui s'appelait Digitales D9 pour d'autres. Cassette très solide, très, très efficace du point de vue magnétoscope, enfin voilà, mais c'est copie 1.1, etc. Et on continue de travailler avec les bêtas. On n'a jamais jeté les bêtas pour autant, parce qu'on en avait encore les moyens. Storage management tout de suite.
Mais aujourd'hui, quand on revient sur la numérisation, c'est-à-dire la création d'un fichier à partir de ces outils, on préfère souvent repartir de la bêta, qui a moins de drops, parce qu'à cette époque, malgré tout, les connexions, les câbles, simplement, même avec des sorties professionnelles et des entrées professionnelles, génèrent des perturbations, des dégradations. Donc, on est souvent amené à revenir vers l'original, vidéo lui-même, la cassette. Donc, il n'y a pas eu, je dirais, d'erreur majeure. Moi, ma satisfaction, c'est qu'on n'a jamais perdu une donnée. Au sens, tout d'un coup, on se frapperait à la porte informatique et puis, fichier, on ne sait plus, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait plus le lire, voilà, ce serait une sorte de coffre-fort. Parce qu'on a pris des mesures d'accompagnement, mais le LTO évoqué, on connaît une migration, on était en LTO version 4, maintenant c'était la version 6. C'est un travail fastidieux, long, bruyant. Quand on est avec les équipements qui sont les nôtres, il faut le faire dans nos propres bureaux. Quand vous avez la tête de lecture qui se promène sur la bande, c'est un bruit assez pénible. Et même question du coup, Jacques Lacour. Alors nous, on a frisé la catastrophe aussi une fois. C'est une chose auquel maintenant on fait plus attention. On a des systèmes très sophistiqués de sauvegarde, une logique imparable sur les procédures de sauvegarde, sur les doubles, etc., etc. Et c'est une erreur humaine qui a failli nous effacer quelque chose de vital. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il ne suffit pas de la technique, il y a aussi un problème humain, il y a une question humaine. Et donc ça, on a commencé à rajouter encore des garde-fous. Le problème, c'est quand il arrive une catastrophe, on n'est jamais on est toujours plus intelligent après. Et donc, on va apprendre de ses erreurs. Absolument. Et puis alors la question, oui, vous voulez juste ajouter quelque chose ? Oui, je parlais justement de l'obsolescence des systèmes qui permettent de relire de ce que vous parliez, des systèmes qui étaient très bons à une époque. Il faut se souvenir que, par exemple, la NASA ne sait plus comment envoyer des gens sur la Lune parce qu'ils ont encore toutes les archives, tous les programmes qu'ils avaient écrits à l'époque, toutes les disquettes correspondant à ce qu'ils ont enregistré, mais ils n'ont plus les personnes qui savent mettre en route l'ordinateur ou en la perte de compétences. Voilà, exactement, la perte de compétences. Ce qui est encore un autre problème. On voit, ce n'est pas un problème simple, les archives. On l'a brièvement évoqué, j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour parler des droits d'accès. Ça, c'est aussi un élément qui est particulièrement important et saillant quand on parle d'archives. En ville de Lausanne, par exemple, comment vous gérez ces questions de droits d'accès, de droits d'auteur d'un côté, puis de droits d'accès de l'autre ? Alors, l'accès peut, en termes de consultation sur site, tout ce qu'on reçoit est géré par des conventions avec des donateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont les détenteurs des droits eux-mêmes. Il ne faut bien pas tout mélanger, c'est un domaine plein de pièges et de subtilités pénibles. On n'est pas des juristes nous-mêmes, on essaie de travailler sur la bonne foi. Ce qui est certain, c'est que lorsque les droits, je dirais, ne nous sont pas accordés par le donateur et ne nous permettent en tout cas pas de diffuser sur la Web TV, qui est notre outil de communication, on note l'existence de la ressource documentaire, mais on renvoie une consultation sur site. Voilà. Après, lorsqu'il y a une demande externe qui voudrait réutiliser pour un montage, un reportage, à ce moment-là, la recherche des droits incombe à celui qui veut utiliser les images. Jacques Lacour, pour la Banque Pictet, est-ce que ce que vous utilisez comme image, c'est forcément celle que vous produisez ? Ou vous faites aussi appel à des productions externes auxquelles vous rachèteriez les droits ? Non, on fait appel à des productions externes. On utilise des footage, enfin des films avec des droits. On doit gérer ces droits. On s'en accommode très bien. C'est des choses connues qui sont gérables facilement. Michel Croibier. Oui, pour les droits, qu'est-ce que c'est ? Les droits font partie d'un ensemble de métadonnées qu'on associe aux médias. On a beaucoup parlé des médias. Et pour faire suite à cette problème de gestion de droits, il faut savoir quels droits on a, mais il faut aussi savoir de quel matériel on dispose, de quel contenu on a en stock. On a pour habitude de dire à nos clients, si vous avez un contenu, mais que vous n'êtes pas capable de le retrouver, c'est comme si vous ne l'aviez pas. Finalement. Donc la question des métadonnées qui sont associées aux médias est extrêmement importante. Et non seulement pour qu'on puisse nous-mêmes, dans notre entreprise, retrouver nos médias, mais également quand on va les échanger, parce qu'on va les échanger avec d'autres services, avec d'autres entreprises peut-être, ou des chaînes de télé. Et là, il va falloir qu'on sache quand même de quoi on parle. Quand on parle, si je prends l'exemple d'un titre,
on va dire un titre pour une vidéo, ça paraît assez évident à tout le monde. Mais un titre sur un CD, c'est pas du tout la même chose. Donc juste la notion de titre déjà dans une métadonnée, elle peut varier. D'où la nécessité d'essayer de s'accorder sur des modèles de données qui sont relativement communs. Et là, j'aimerais interroger peut-être Monsieur Sardet sur les modèles de données que vous avez déployés. Quel modèle vous avez opté? Est-ce que vous l'avez pris tel quel? Est-ce que vous l'avez adapté à vos propres besoins? Et est-ce que vous êtes content de ce modèle de données? Est-ce qu'il est suffisamment flexible pour s'accommoder à tout ce que vous engrangez comme données, peut-être ce que vous engrangerez, puisqu'il faut toujours penser au futur? Frédéric Sardet. Alors oui, on a plusieurs modèles de données qui ont été développés autour du début du XXIe siècle, dans les domaines notamment de la production télévisuelle, donc SMPTE et Bucor, que ce sont des termes un peu bizarres, mais qui sont liés à finalement des conditions de transmission en intersystème ou business to business pour arriver à normaliser un peu les conditions d'enregistrement. Et puis on a le Dublin Core classique. Alors nous, c'est là encore un choix optimal dans le cadre de travail des forces qui sont rassemblées. Parce que pour beaucoup de ces métadonnées, on est en train de travailler sur le speech-to-text comme outil complémentaire, c'est-à-dire une transcription de la voix enregistrée, mais tout le reste se fait à la main. Et s'il n'y a pas une prise en charge dans la chaîne de production de la création de ces métadonnées, de son contrôle, c'est-à-dire des conditions d'enregistrement, ça devient juste délirant en termes d'heures de travail. Donc on a fait une grille qui est un mix réduit, je l'avoue, mais qui répond à nos besoins de métadonnées, donc un certain nombre de champs, si vous voulez, de descripteurs pour informer sur le contenu, avec 2 niveaux chez nous, parce que c'est un travail qu'on juge utile pour une recherche, justement, au niveau de la production, c'est-à-dire de l'enregistrement du produit vidéo, le fichier, et des séquences, en fait, donc, qui scandent le travail, la production elle-même. Donc on a 2 niveaux d'approche en termes de métadonnées, une qui décrit de manière globale la production X, et les séquences sur lesquelles on peut donner des raffinements d'informations. Mais on part de ces modèles qui ont été développés pour les productions télévisuelles notamment. Angelo Bonafiglia, est-ce qu'on voit tous ces enjeux qu'il y a autour d'un côté de l'archivage, de sa conservation, du format à choisir? Est-ce que les clients qui viennent vous voir ont conscience de tous ces enjeux, ou est-ce que vous devez jouer un rôle finalement de pédagogue aussi auprès d'eux? Le terme est absolument exact. Je veux dire, le rôle de pédagogue est tout à fait là. Pour citer une petite statistique, dans la post-production actuelle, aux États-Unis, on compte environ 80% des entreprises de post-production archivent leur montage ou le montage de leurs clients sur un disque dur, comme le disait Michel, qui reste sur la table. On commence à avoir des bibliothèques entières de disques durs, et là on parle de 80%. Je pense qu'en Suisse, dans ce marché de la post-production, on est à peu près au même pourcentage. Donc votre propos, c'est... Alors moi, personnellement, je suis assez inquiet quand même quelque part, si je devais être client d'une entreprise comme ça, sur le fait que mes données ou mon film que j'ai financé risque de tout simplement passer à la trappe, et la seule archive que je pourrais avoir, c'est ce qu'on m'a livré, c'est mon produit. Donc si au-delà de l'archive du produit prête à diffuser, j'aurais aimé reprendre une interview par rapport à une histoire qui se passe dans une année, je l'aurais plus. Je l'aurais tout simplement plus. Alors quelle est la solution ? Je pense qu'il y a une forme d'éducation à faire. Il y a des solutions à trouver et à proposer aujourd'hui. Et je crois il faut sonner il faut tirer la sonnette d'alarme quelque part, parce que vu qu'on va continuer à augmenter le volume de médias générés, je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire, même si souvent les gens, peut-être vous avez moins peur d'archiver chez Pictet qu'une boîte de post-production, parce que pour lui,
il fait son travail, il a terminé, il le pose dans un coin. Tant que le client ne revient pas, ça reste tranquillement là. Donc ils ne sont pas trop habitués à concentrer en fait ces données même sur un serveur, sur du LTO ou sur du disque optique. Et ils ne sont pas trop habitués à avoir à rechercher, à pianoter, parce que de toute façon, peu de choses seront cataloguées en fait dans leur archive. Ils auront leur modèle de post-production dedans, mais on n'aura pas un vrai boulot de catalogage. En fait, il n'y a que dans le film qu'on fait ça aujourd'hui. Dans l'industrie du film, on a des scripts, on catalogue toutes les données, les plombs, les acteurs, etc., etc. Jacques Lacour, puis on t'entendra après Michel Croibier. Oui, je voulais rebondir sur la question des métadonnées et du choix des métadonnées, de ce qu'on met dedans. Et revenir peut-être à l'analogie du film du grand-père, après qu'on ait fait donc toutes ces différentes sauvegardes. On est arrivé quelques années plus tard et quelqu'un me disait « Oui, mais de toute manière, à quoi ça sert de garder ce film ? Les gens qui regardent ne reconnaissent plus personne dedans. Les personnes qui savaient qui était dans ce film sont décédées. » Donc, il faut très rapidement que quelqu'un leur dise, ben voilà, au troisième plan, c'est l'arrière-grand-père un tel, c'est l'oncle Dupont, pour que ça ait une valeur. Et alors, pour les métadonnées, pour la saisie des métadonnées, vous disiez, c'est time-consuming, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du savoir. Et une manière de faire, qui n'est peut-être pas la bonne, c'en est une qu'on fait nous, c'est qu'au lieu d'avoir un archiviste qui dit, voilà, ça c'est important, on va le garder, on va garder ce film à tel endroit, on va dire c'est le discours de monsieur Tartampion qui était vice-directeur de, etc., ça doit rester dans l'histoire parce qu'il a dit que, eh bien, on va faire des métadonnées participatives, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait partie du film vont dire, bon, voilà, moi je l'ai tourné, le réalisateur va dire, je l'ai tourné ici parce que la météo était bonne ce jour-là. Le gars qui a copié ce film dit, moi je l'ai retrouvé sur le bureau de monsieur machin quand il est décédé, donc c'est ce film qui a été sauvé comme ça. Et on enrichit le contenu, on donne une valeur à l'archive, puisque le but des choses, c'est de rendre immortel quelque chose qui, par essence, est mortel, puisqu'on vit qu'une fois, enfin, l'instant présent est tout de suite passé. Donc, les métadonnées participatives, c'est une manière de répondre à cette question-là, et c'est en tout cas une de celles qu'on applique chez nous. Michel Croibier. Oui, alors deux questions qui viennent. La première, c'est justement ces métadonnées participatives nécessitent un modèle de données particulier. Comment vous les stockez? Est-ce que vous les indexez? De quelle manière? Par mots-clés? Alors, il y a un garde-fou, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des champs de saisie qui aident la personne à faire la saisie. Mais si d'aventure est quelque chose qui ne rentre dans aucun cadre, il faut qu'il y ait des champs libres, comme dans toutes les bases de données, en disant, ben voilà, je peux rajouter n'importe quoi dessous parce que ça me paraît important. Et autre question? Pardon. Oui, juste, je repensais encore à quelque chose, juste pour aller jusqu'au bout de mon propos. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas du tout évoqué ici, mais ce qui nous paraît vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément, ou ce qui nous paraissait vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui et réciproquement. C'est-à-dire qu'on a archivé chez nous des films en disant, voilà, c'est extraordinaire, c'était super important parce que c'était monsieur un tel qui parlait, et puis quand on va regarder dans nos archives, on trouve ça super barbant, puis tout d'un coup on tombe sur un bout de film qui se trouve être la dernière parole de telle personne et on ne savait même pas que c'était la dernière fois qu'il parlait. Du coup, ce film a pris de l'importance. Donc, on ne peut pas, c'est très difficile de juger à la lumière de notre existence présente ce qui sera important dans 10 ans. D'où l'intérêt de dire, puisqu'on ne sait pas, faisons au mieux, faisons tout ce qu'on peut faire, sans évidemment rajouter. Alors, il ne faut pas tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, stocker tout ce qui passe par là, parce que c'est pas possible. On ne peut pas vivre en stockant l'histoire de l'humanité chacun sur son bureau ou sous son tiroir. Mais ayons l'esprit assez ouvert pour dire, moi ça me paraît important, maintenant il faut le stocker, et puis une autre personne dira, moi c'est ça qui me paraît important, on va le stocker aussi, et soyons ouverts à tout ça tout en essayant de garder un cadre d'archivage, je dirais conforme, et surtout qui permette à des logiciels comme le vôtre de retrouver ce qui a été saisi de manière facile. Oui, donc justement pour rebondir là-dessus, et ça tombe bien puisque une des questions c'était, est-ce que vous archivez les rushs quand vous faites des productions? Alors ça, c'est la grande question que tout le monde pose. Alors, la réponse est oui et non.
La réponse est en principe non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un produit fini, qu'on est content avec le produit, c'est celui-là qui a de l'importance. Donc pour nous, les rushs n'ont pas d'importance. D'autant plus que si on réutilise les rushs 2 ans, 5 ans après, on n'est pas forcément proche de l'actualité, proche de la conjoncture. Et particulièrement dans notre cadre, le cadre bancaire, c'est pas vraiment très intelligent de reprendre des anciennes images, à moins qu'il nous manque un bout d'image pour faire un plan de coupe. Donc en principe non, on ne garde pas les rushs. Mais, il y a toujours un mais. Il y a toujours des exceptions. Voilà, on a quelques réalisateurs qui, une fois qu'ils ont tourné l'image tellement extraordinaire du coucher de soleil quelque part, disent « moi, je veux garder mes rushs ». Donc on a des demandes spéciales pour garder certains rushs qu'on garde. Et pour les archives de Lausanne, si un grand-père vient et vous dit « voilà, j'ai des images du début du XXe siècle, on a le film qui est monté, tourné, puis en même temps on a les rushs, vous gardez le tout ?» Alors je reviens sur les mêmes critères que monsieur a évoqués, c'est-à-dire on a besoin d'une contextualisation, des conditions de production, une compréhension de l'objet. Si c'est la nièce qui amène quelque chose, aussi beau soit-il, perdu, à moins qu'on ait vraiment la possibilité, en le visionnant, de pouvoir réidentifier certains éléments, enfin, c'est un cas par cas. Hein. Là, à ce niveau-là, ça devient du cas par cas. Mais nous, dans notre démarche, en fait, on ne garde pas de rush parce qu'on se positionne sur une archive un peu, là en termes audiovisuels, pas forcément sur d'autres volets des archives, puisqu'on fait des archives papier classiques. C'est vraiment le produit fini, c'est-à-dire on veut restituer la manière dont a communiqué une instance. Hein, voilà. Alors, bien sûr, la genèse, au même titre que l'histoire de l'écriture, peut se nourrir de la mise à disposition de toutes ces étapes de construction, de montage. Généralement, elles n'y sont pas. On l'a dit, il n'y a que le cinéma qui donne ce genre d'ouverture pour la documentation fine d'un processus de création. Donc nous, on en reste au produit fini. Et voilà, on est déjà bientôt au terme de cette table ronde. Le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent et l'archive. Ça coûte cher. Pour preuve, pour les archives, qu'elles soient communales ou cantonales, ça passe souvent devant les législatives. Puis on parle souvent des sommes de plusieurs centaines de milliers, voire des millions de francs pour ces archives. Grosso modo, Charlie, vous pouvez faire combien ça coûte concrètement d'archiver? Si on utilise votre système, par exemple, combien ça va nous coûter? Bon, ça dépend encore une fois de la taille des vidéos. Chez nous, ça va être meilleur marché que, par exemple, comparé avec vraiment les fichiers originaux. Donc, quand on parle de 2 Tera et qu'on a un système propriétaire qui est géré par nous, ça va coûter dans les 20, 30, 40 000 francs par an. Ça dépend un peu. Ça, c'est l'infrastructure. Le logiciel, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Donc, et là, c'est plutôt les coûts d'opération qui sont essentiels parce qu'on sait bien que dans l'avenir, le stockage, il va monter. Donc, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a adapté nos prix. Maintenant, pas au nombre de visiteurs, pas au nombre d'utilisateurs, mais au stockage. Parce que là, c'est quelque chose, on sait, on utilise le système de plus en plus. Michel Premier. Oui, je crois qu'il faut vraiment différencier les archives patrimoniales, et où là on va stocker vraiment sur des très longues durées, dans les meilleures qualités possibles. On est vraiment dans les cas de figure dont on vient de parler beaucoup. Et là, ça a un coût, il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, si on veut sauvegarder ce patrimoine audiovisuel, il va falloir accepter d'y consacrer de certaines ressources. Si on parle d'archives plus de production, c'est-à-dire qu'on va stocker des choses pendant 1 an ou 2 parce qu'on s'en sert un petit peu au quotidien, des choses qui vont être peut-être moins qualitatives, on est plus dans de la news, dans de l'utilisation de produits commerciaux, un film de pub, ben voilà, on va le diffuser, après on va le garder quand même, mais voilà, bon ben là on va être sur des stockages dont parlait Charlie, beaucoup moins coûteux, mais qui vont exactement remplir leur rôle. Donc 2 cas. Messieurs, un grand merci pour votre participation à cette avant-dernière table ronde. On se retrouve dans 15 minutes, à 15h45 exactement, pour parler la suite logique de tous ces éléments dont on a parlé aujourd'hui. La question de la sécurité et de l'IT, c'est à 14h45. Je vous dis à tout de suite.